Bonsoir, alors que vous fêtiez Noël ou pas, les fêtes de fin d'année, globalement, c'est quand même un moment agréable. On a du mal à s'imaginer quelque chose qui puisse mal se passer, on va dire. Pourtant, nos 3 histoires du jour sont là pour prouver le contraire. Et en toute logique, on se retrouve en effet pour un conte de Noël. Là, je vais vous raconter 3 témoignages Reddit qui se passent au moment des fêtes, avec des voix off pour une meilleure immersion. Et ce qui nous attend, c'est un stalker bien déterminé à gâcher la fête, des petites filles traumatisées à vie et une étrange visite la nuit de Noël. Et ce n'est pas le Père Noël. Alors cette première histoire nous vient de Crisp-Water Mullenring, qu'on va appeler Craig jusqu'à la fin de la vidéo et jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors Craig il donne pas trop d'infos sur l'endroit où il vit, mis à part que c'est aux États-Unis. Et chose rare, Craig partage son témoignage seulement quelques jours après que ce soit arrivé. Donc il se souvient bien de tous les détails. Vous savez, en général, quand les gens partagent des témoignages, ça peut être des mois, des années plus tard. C'est pas le cas là. Et donc pour lui, tout commence la veille de Noël 2020. Craig à ce moment est étudiant et il profite des vacances de Noël pour gagner un peu d'argent. Il compte là-dessus pour payer des cadeaux à sa famille, quoi. Et le job qu'il a trouvé est dans une boutique à l'intérieur d'un centre commercial, qui est situé à 1 heure de route de chez ses parents. Alors, ce soir-là, Craig est de fermeture, et même si c'est le réveillon, la boutique reste ouverte assez tard. Donc, le temps de fermer, de trouver à manger sur la route, Craig sait qu'il n'arrivera pas chez sa famille avant minuit environ. Et en plus, son collègue est malade, donc Craig est seul avec le gérant pour tout faire. Et au moment de la fermeture, Craig se charge du nettoyage. Je ramasse tous les déchets et je les entasse dans l'arrière-boutique. Puis, au moment de partir, je prends toutes les poubelles d'un coup pour gagner du temps. La benne à ordures est pas très loin, et c'est sur le chemin du parking où ma voiture est garée. Comme il est tard et que les magasins autour de nous sont déjà fermés, je m'attends pas à croiser quelqu'un ici. Pourtant, Craig aperçoit un homme qui semble fouiller dans la benne à ordures. Craig est tellement surpris qu'il sursaute et il fait tomber les sacs poubelles qu'il avait dans les mains. Là, le bruit attire l'attention de l'homme qui se tourne vers Craig. « Oh, salut, j'ai perdu mon portefeuille dans les poubelles. Tu peux m'aider à le retrouver, s'il te plaît ?» Là, immédiatement, Craig ne sait pas trop pourquoi, mais il se sent pas à l'aise. Je recule lentement vers la boutique en lui parlant. Non, désolé, je dois retourner à mon boulot. L'homme me demande alors dans quel magasin je bosse, et sans réfléchir, je lui donne le nom de la bonne boutique. L'homme a l'air satisfait, il me lâche un truc du genre « Oh, j'aime bien ce magasin, tu n'as qu'à laisser tes poubelles ici, je les jetterai quand j'aurai fini de chercher. » Alors Craig n'en demande pas plus et il retourne à l'intérieur. Et quand il raconte ce qui s'est passé à son patron, celui-ci se moque un peu, quoi. Gros con, va. Mais il propose quand même à Craig de le raccompagner jusqu'à sa voiture. Et par politesse, Craig refuse, quoi. Et en ressortant de la boutique, il est soulagé de voir que l'homme n'est plus là. Le parking est alors quasiment vide et il ne reste plus que 3 voitures au total. L'une des voitures est garée pas très loin de la mienne. J'arrive pas à voir à l'intérieur, mais elle est allumée, comme pour la réchauffer avant de gratter la glace sur le pare-brise. Par réflexe, je l'observe du coin de l'œil et je mémorise le modèle. C'est une Honda Accord bleue. Craig verrouille ses portières, il prévient ses parents qu'il part et il démarre. Et là, en roulant, il reste attentif pour essayer de repérer un fast-food encore ouvert. Et finalement, quelques minutes avant d'arriver, il aperçoit un Subway tout éclairé. Là, il se gare à côté de l'entrée et effectivement, un panneau LED affiche que c'est ouvert. Improbable. Mais en rentrant, à l'intérieur, le restaurant est totalement vide à part un employé. Bref, la seule personne apparemment qui est encore sur place, quoi. L'employé s'excuse, me dit « Désolé, on vient de fermer, je pensais avoir fermé la porte à clé. Moi je crève la dalle, alors je le supplie. Allez mec, je viens de sortir du boulot, je vais juste prendre quelque chose à bouffer avant d'aller dormir. Je ferai vite, promis. » En voyant mon état, l'employé finit par accepter. Là, le serveur commence à préparer un sandwich pour Craig, quand tout à coup, une bande d'ados entre à son tour dans le fast-food. Et là, rebelote pour l'employé. « Non, on est fermé les gars !» Mais les ados insistent aussi, donc l'employé finit par les servir. De son côté, Craig va à la fontaine à soda quand quelque chose attire son attention. Parce que sur le parking du Subway, il voit une Honda Accord bleue, garée à côté de sa bagnole. La même voiture que tout à l'heure. Et quelqu'un est assis sur le capot de la Honda, donc de l'autre voiture, et c'est exactement l'homme de la benne à ordures. Là, Craig, il comprend pas, dit qu'est-ce qu'il fout ici, bref, il se met à paniquer. Surtout que le centre commercial est à 1 heure de route. C'est la veille de Noël, il neige, il doit faire -10 dehors. Pourtant, l'homme est là, devant le Subway. Il semble attendre. À ce moment, la bande d'ados s'apprête à sortir. Je leur demande s'ils peuvent m'accompagner jusqu'à ma voiture, et un des ados me répond « Ouais, pas de soucis, ça va ?» Je me sens un peu bête, alors je leur dis juste que j'ai peur de glisser sur la glace. Une partie de mon cerveau essaie de me convaincre qu'il y a forcément une raison rationnelle pour expliquer que l'homme soit arrivé jusqu'ici. Alors les ados sont quand même sympas, ils accompagnent Craig jusqu'à sa voiture, et ils attendent même qu'il parte. Pourtant, l'homme de la benne à ordures reste assis sur son capot à lui, il les regarde même pas, et il a juste son regard dans le vide devant lui.
Alors, il reste à peu près que 10 minutes de route à Craig, donc ça va, on va dire. Et en conduisant, il essaye de se détendre et d'oublier le type à la benne à ordures. Voilà, c'est loin derrière lui, c'est du passé. Mais après quelques instants, Craig a l'impression qu'une voiture le suit. Sauf qu'entre la nuit et la neige, c'est quand même difficile d'être sûr, quoi. Surtout que la voiture derrière lui, il est pas sûr, mais elle a les phares éteints. Pourtant, elle roule. Sauf qu'en passant sous un lampadaire, là, il y a plus de doute, Craig est bien suivi. Là, il passe alors devant chez ses parents, mais sans s'arrêter pour essayer de semer l'autre bagnole. Il passe alors sous un autre lampadaire et Craig voit que la voiture derrière lui s'est approchée. Et il voit surtout que c'est une Honda Accord bleu. Là, je sors mon téléphone, j'appelle le 911 et j'explique la situation. La police me conseille de me rendre immédiatement au commissariat le plus proche. Elle reste en ligne avec moi, tout en informant ses collègues. Quand j'arrive au commissariat, une voiture de police attend et se lance à la poursuite de la Honda bleue. Finalement, les policiers ont arrêté la Honda bleue, mais ils n'ont rien pu faire à part lui coller une amende pour conduite avec les phares éteints. En fait, d'après leur description, le conducteur de la Honda était bien l'homme de la benne à ordures. En tout cas, depuis lors, Craig n'a jamais su ce que cet homme avait en tête. Pourquoi il était là, pourquoi il lui avait demandé de l'aide, pourquoi il l'avait suivi. Qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était pas arrêté au subway, si les ados n'avaient pas été là. En tout cas, depuis, Craig a demandé à son patron de ne plus jamais sortir les poubelles. Et il passa d'ailleurs un Noël horrible. Mais, si je peux me permettre, bien moins horrible que la prochaine histoire qui a traumatisé tout un quartier. Alors cette histoire-là vient de Gabriella Bloch sur Reddit. Et ce qu'elle a vécu se passe en Noël 2012, mais elle, par contre, elle a mis 2 ans avant de la raconter, quoi. Parce qu'au moment des faits, Gabriella a seulement 14 ans. Elle a alors 2 sœurs plus jeunes qu'elle surnomme Moe et Blub. Bon, voilà. En tout cas, elles vivent toutes les 3 chez leurs parents, aux States, again, oh yeah. Bon, voilà. Avant de commencer, Gabriella d'ailleurs nous précise une info importante. Mes parents achètent des bouteilles d'eau parce qu'ils ne veulent pas boire l'eau du robinet. Mais mon père a la mauvaise manie de ne jamais finir ses bouteilles. Il les laisse traîner dans la maison. Ça agace ma mère, donc elle range l'eau dehors dans le coffre de notre camionnette. Bref, retenez que, pour boire, on doit sortir dehors. Alors tout commence un soir pendant les vacances de Noël, vers 23h30. Là, la mère de Gabriella lui demande d'aller chercher de l'eau dehors, comme d'habitude. Et en sortant, Gabriella aperçoit une silhouette sombre, qui est debout au milieu de la route, un peu plus loin. Bon, au début, Gabriella se dit que c'est juste quelqu'un qui traverse. Mais en récupérant les bouteilles d'eau, elle l'observe discrètement. Et, chose assez bizarre, mais la silhouette reste totalement immobile. Je trouve ça un peu flippant, alors je décide de pas traîner. Sauf qu'en fermant la voiture, le bruit attire son attention. Comme je surveille toujours du coin de l'œil, je vois la silhouette tourner lentement la tête vers moi et me fixer. Ultra creepy. Là, je rentre en courant et je ferme la porte à clé. Alors 1 heure plus tard, le père de Gabriella rentre du travail et il croise aussi l'inconnu qui est toujours planté là. Apparemment, en fait, c'est un homme assez bizarre. Mais bon, au bout d'un moment, il se barre quand même quand le père lui demande si tout va bien. Bref, le temps passe et 2 jours plus tard, la grand-mère de Gabriella demande aux petites sœurs d'aller chercher un truc chez un voisin. Et cette fois, il fait jour. Et là, donc, les 2 sœurs, Moe et Blub, acceptent, mais à condition que Gabriella reste à la porte pour les surveiller. Mes sœurs toquent à la porte du voisin qui habite à quelques maisons de là, mais pas de réponse. Pendant qu'elles attendent devant la porte, j'aperçois le gars chelou de l'autre soir. Et il se dirige vers mes petites sœurs. Là, j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Heureusement, quand il est plus qu'à 2 maisons d'elle, le voisin ouvre la porte. Sauf que Moe et Blub ressortent rapidement. Elles disent au revoir aux voisins, elles reviennent vers Gabriella. Et entre-temps, le gars chelou est arrivé devant la maison voisine. Et il est seulement à quelques mètres d'elle. Là, le gars se met à ricaner, et vous voyez un ricanement grossier qui met mal à l'aise. Et en le voyant, Moe et Blub prennent peur, elles se mettent à courir. Elles courent vers chez elles, quoi. Là, le gars les suit et il accélère le pas derrière elle. Mais quand il aperçoit Gabriella, son comportement change. Il se met alors à la fixer dans les yeux, il se mord la lèvre et il commence à siffloter une mélodie effrayante. Bon, Moe et Blub arrivent enfin devant la maison, mais le gars ne semble pas intimidé. Et il commence alors à avancer, toujours en sifflotant. J'arrive pas à parler, mais j'arrive à secouer la tête pour dire non. Sauf que ça ne fait qu'encourager l'homme qui recommence à ricaner. Par chance, mon père arrive pile à ce moment-là. Le gars chelou me regarde droit dans les yeux une dernière fois, avec un sourire qui a l'air de dire « Toi, t'as eu de la chance cette fois ». Alors le gars fait demi-tour et s'éloigne toujours en sifflotant. Et là, Gabriella se met à pleurer. Alors bien sûr, elle raconte tout à son père qui pète des plombs en apprenant tout ça. Il met alors ses filles à l'abri dans la maison et il part à la recherche du mec flippant. Sauf qu'il s'est volatilisé entre-temps et donc impossible de mettre la main dessus. Mais un peu plus tard, alors que la nuit est tombée, le père aperçoit le gars qui erre dans la rue. Et là, ni une ni deux, le père sort et il va lui demander des comptes. Sauf que le type, bizarre, se contente juste de sourire sans répondre à ses questions. Et il se met à partir dans la nuit. Là, vous imaginez bien, le père, il veut pas en rester là. Il appelle alors la police et quand elle arrive sur place, hélas, le mec a disparu depuis longtemps.
Et le lendemain, Gabriella découvre 5 voitures de police qui sont garées devant la maison d'un autre voisin. Et là, tout à coup, la police toque à sa porte. Je leur ouvre et ils m'expliquent qu'ils sont là pour parler du gars chelou qui nous fait peur depuis plusieurs jours dans le quartier. La police ne prend pas de pincettes et ils m'expliquent qu'hier soir, ce type est passé à l'acte. Il a forcé la fenêtre de la chambre de notre petite voisine de 10 ans et il est rentré. Là, le gars alors a essayé d'enlever les vêtements de la fillette qui, évidemment, a commencé à crier et à se débattre. Le type bizarre l'a alors attrapé par les cheveux et l'a tout simplement frappé pour la faire taire. Quand le grand frère a entendu les cris, il est allé chercher ses parents. Le père s'est réveillé, il est allé dans la chambre, il a plaqué l'agresseur et ils ont commencé alors à se battre violemment. Mais heureusement, les flics sont vite arrivés. Et visiblement, ce type bizarre n'en était pas à sa première agression du genre. En tout cas, Gabriella ne peut pas s'empêcher de s'imaginer, elle ou ses sœurs, à la place de la pauvre voisine. À ce propos, l'agresseur a avoué aux flics qu'il a hésité entre s'en prendre à la voisine ou à moi. Il leur a carrément expliqué qu'il m'a déjà suivi plusieurs fois à la sortie de l'école, mais qu'il n'a jamais pu faire quoi que ce soit parce que j'étais toujours entourée d'amis. Et c'est loin d'être fini, le gars a tout avoué sans aucune limite à la police. Déjà, en fait, le gars a expliqué qu'il observait Gabriella depuis cet été. Apparemment, il a trouvé sexy quand elle sortait en short et en débardeur pour jeter les poubelles. Il aurait d'ailleurs ouvert la boîte aux lettres pour essayer de trouver son prénom. Et la seule raison pour laquelle il ne l'a pas agressée, c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'elle risquait de trop se défendre. D'ailleurs, Gabriella ne connaît même pas tous les détails de l'histoire. Parce qu'après lui avoir donné tous ces détails à Gabriella, les flics se sont tournés vers ses parents et lui ont dit d'autres choses qu'elle n'a pas pu entendre. Les jours suivants, Gabriella a passé son temps à pleurer et à trembler. Et même si l'agresseur, aujourd'hui est en prison, elle ne se sent plus en sécurité chez elle. Comme elle le dit elle-même dans son témoignage, elle se sent sale et elle est traumatisée, on va dire, qu'un adulte ait pu penser à elle d'une telle façon, quoi. Alors au début, Gabriella a culpabilisé. Elle s'est demandé si elle aurait pu changer les choses, si elle aurait peut-être pu sauver la voisine. Évidemment, elle n'a pas grand-chose en fait à se reprocher par rapport à ça. Et un mois plus tard, en tout cas, elle a commencé à voir un thérapeute et ça l'a vraiment aidé. En tout cas, aujourd'hui, parce qu'elle a témoigné, comme je l'ai dit 2 ans plus tard, elle va beaucoup mieux. Par contre, elle n'a pas donné d'infos sur la voisine qui s'était faite agresser, ni même de ses petites sœurs, Moé et Blub. Bref, pour notre 3e et dernière histoire, là on retourne le soir de Noël, mais avec une situation très étrange. Ce dernier témoignage est raconté par Gwen Yelloway. Voilà, on l'a renommée Gwen. Là, imaginez, on est fin 2019 et Gwen est en 2e année d'études supérieures à l'université. Alors c'est une fille, elle habite en coloc avec 2 autres meufs dans une petite maison de ville. Et pour les vacances de Noël, ces 2 colocs rentrent dans leurs familles respectives. Par contre, dans le cadre de ses études de médecine, Gwen doit rester bosser à Noël. Parce que, comme vous le savez, quand on fait médecine, c'est quand même un peu hardcore. Mais avant de raconter ce qui lui est arrivé, il faut quand même vous donner un peu de contexte. Alors, avant, on avait une 4e coloc. Malheureusement, elle est partie à cause de son petit ami. Ce gars, c'était vraiment un enfoiré. On l'avait autorisé à venir de temps en temps dans la coloc, sauf qu'il a fini par rester et par vivre chez nous à plein temps, et évidemment sans rien payer. Et c'est pas le seul problème, parce qu'une nuit, le gars en question commence à devenir violent, verbalement et même physiquement. Alors d'abord envers sa meuf, donc la 4e coloc, mais aussi envers les autres colocs, dont Gwen. Et là, n'importe quoi en fait, c'est trop. Le gars il peut plus rester et il a largement dépassé les limites. Et les 3 colocs se sentent plus en sécurité chez elle. Sauf que la fille, la 4e coloc, elle veut pas virer son mec. Alors ça commence à partir en couille. Finalement le couple se barre définitivement et en mauvais termes avec le reste de la coloc. J'ai fait de mon mieux pendant 2 ans pour aider ma coloc à ouvrir les yeux sur le comportement violent de son copain. Mais je peux pas trop lui en vouloir de pas avoir réussi. Moi-même, j'ai déjà vécu une relation violente et je sais à quel point c'est facile d'être dans le déni ou juste sous l'emprise. Alors maintenant que vous avez ces infos, on peut reprendre là où on en était. Parce que à ce moment-là, c'est la veille de Noël et Gwen, elle est seule dans la maison en colocation. Parce que les 2 autres donc sont partis pour Noël. Et d'ailleurs, pas de chance en plus pour elle, elle doit travailler le lendemain, c'est-à-dire donc le jour de Noël. Alors Gwen n'a rien prévu de spécial et elle part se coucher tôt. Elle verrouille les portes, elle éteint les lumières, elle va dans sa chambre. Alors Gwen se couche, elle scrolle un petit peu sur TikTok, et elle passe finalement 1 heure du coup à scroller. Mauvais ça pour le sommeil. D'ailleurs, à un moment, Gwen se souhaite un joyeux Noël à elle-même en voyant que minuit est passé. Mais tout à coup, elle entend un bruit. Alors ça ressemble à des chaises qui bougent dans la cuisine, qui n'est pas loin de la chambre. À ce moment-là, je me dis que c'est peut-être les voisins, vu que nos maisons sont collées, et qui sont assez bruyants. Mais en réfléchissant, je me souviens qu'ils sont pas là pour Noël. Bon, comme le bruit n'était pas très fort et que le silence est revenu, je passe à autre chose et je continue à scroller. Sauf que quelques instants plus tard, la porte de la chambre de Gwen s'ouvre lentement.
Alors à ce moment, Gwen a un flashback de l'astuce que sa prof de CE2 lui avait filée. Vous savez, la prof avait fait semblant de dormir quand quelqu'un était entré par effraction chez elle. Comme ça, si c'est juste un cambrioleur, il se sent pas en danger et lui fait pas de mal. Sauf que le petit problème, c'est que Gwen est toujours sur son téléphone. Et en fait, l'écran, il éclaire parfaitement son visage de pauvre étudiante à 2 doigts de faire une crise cardiaque. Donc elle peut pas faire semblant de dormir, ça marche pas. Pour vous décrire la scène, je suis allongée dans mon lit, en pyjama, directement face à la porte, et donc à l'inconnu, qui est en train littéralement de me chier dessus. Le type a la tête à moitié passée dans l'ouverture et il a un pied dans ma chambre. J'ai l'impression que ce moment a duré une éternité, même si en réalité l'échange de regards doit durer à peu près 10 secondes max. Finalement, l'intrus retire lentement son pied et ferme la porte. Donc il ressort de la chambre. Totalement improbable. Là, Gwen reste dans son lit, sans bouger, complètement sous le choc. Et comme il fait sombre, elle a pas réussi à voir le visage de l'intrus. Mais la seule chose qu'elle a vue, c'est qu'il portait une casquette de baseball, à l'envers. Donc là, Gwen est face à un dilemme. Elle sait qu'elle doit appeler la police, mais si elle appelle, l'intrus risque de l'entendre. Alors à la place, elle envoie un SMS à son petit ami de l'époque. Je lui écris mot pour mot qu'un inconnu vient de s'introduire par effraction chez moi et est entré dans ma chambre. Sa réponse, il me dit d'appeler la police. Super, merci mon gars. Bon j'ai pas mis l'option, alors tant pis, je prends le risque d'appeler les flics. Là, la police demande si Gwen peut aller déverrouiller la porte d'entrée pour éviter d'avoir à la défoncer. Mais Gwen, elle répond qu'elle s'en fout que la porte soit cassée. Elle veut juste pas sortir de sa chambre. Bref, quelques minutes après, la police débarque. Là, ils accompagnent Gwen à l'arrière de la maison pendant que les autres inspectent l'intérieur. Et là, faut vraiment imaginer, c'est comme une sorte de scène de film. Les flics avancent lentement avec leurs armes braquées. Ils ont beau fouiller toute la maison, ils ne trouvent personne. Ils essaient aussi de relever des empreintes digitales, mais sans succès. D'ailleurs, chose étrange, mais rien n'a été cassé, et la porte arrière n'était pas fermée à clé. Pourtant, Gwen, elle est sûre qu'elle l'avait verrouillée. Et chose plus encore étrange, rien n'a été volé. La police finit par repartir. Heureusement, mon copain de l'époque me rejoint et reste pour la nuit. Sauf que moi, évidemment, j'arrive pas du tout à dormir et je me relève à peu près toutes les 5 minutes pour inspecter chaque centimètre carré, pour vérifier que tout est bien fermé, pour mettre des chaises sous les poignées des portes. Bref, impossible de dormir. Alors Gwen n'a jamais su qui était entré chez elle cette nuit de Noël, ni ce que voulait cet inconnu. Mais bon, selon elle, c'était probablement le copain de l'ancienne colocataire. Parce que quand il vivait ici, aussi lui, il avait une clé supplémentaire. Mais alors, si c'était le cas, pourquoi il est entré? Pourquoi il n'a rien fait, ni à Gwen, ni à la maison, ni aux affaires? Qu'est-ce qu'il venait faire ici? En tout cas, le propriétaire a refusé de changer les serrures. C'est trop cher, pas non plus, personne n'est mort quoi. Proprio quoi. Et depuis, Gwen a déménagé, et d'ailleurs elle a adopté un chien. Mais maintenant, quand elle se couche, elle vérifie quand même 3 fois que toutes les portes sont fermées. Et, qui plus est, elle ne passe jamais Noël seule. Et bien voilà pour nos histoires du jour. Comme quoi, faut vraiment faire gaffe et rester prudent, même pendant les fêtes de fin d'année. Alors si vous aussi vous avez déjà vécu une mauvaise expérience de Noël, n'hésitez pas à la raconter en commentaire. Et justement, l'une de ces histoires m'a raconté quelque peu quand même l'une des scènes qu'avait vécu Ariane, donc l'héroïne dans le Médaillon d'Orion. Si d'ailleurs vous n'avez pas d'idée pour des cadeaux de Noël, je sais pas si c'est un peu tard, mais vous pouvez y penser. Alors ça dépend quand vous la regardez, il peut rester quelques jours si vous voulez vous faire plaisir. Un joli cadeau de Noël quoi, avec des musiques, des illustrations, énormément de fun, du mystère, de l'angoisse et de la peur. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une belle nuit, un très beau et un joyeux Noël et on se dit à la prochaine. Bye bye.